D'abord, heureux de se retrouver aussi nombreux sur la colline. C'est pas la fête du château, mais ça y ressemble un peu. Donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant, puisque ça fait certains 18 mois que nous ne nous sommes pas vus. Moi, sur le débat, je suis tout à fait d'accord avec Fabien. Il y a sur un aspect où je tiens à insister. On est devant nous, c'est l'élection la plus compliquée. Au départemental, dans ce département des Alpes-Maritimes, la gauche est arrivée à présenter un seul candidat, enfin un seul binôme, par canton. À l'élection présidentielle, ça va être, on en est à 7 ce soir, on sera peut-être à 8 ou 9 demain, et peut-être à 10 à l'arrivée, ça va être la situation que l'on connaît. Chacun va voter en son âme et conscience en fonction de son candidat préféré. Moi, j'insiste sur un truc, c'est que la bataille présidentielle qui s'ouvre devant nous, c'est aussi une bataille d'idées. Quel que soit le candidat que nous puissions porter à gauche, ce qui va compter, ce sont les idées qu'on arrive à faire progresser dans la société. Aujourd'hui, les idées de solidarité, de partage, de mise en commun, ce sont des idées qui sont en recul et qu'il faut que nous arrivions tous à faire progresser dans les 6 à 8 mois qui arrivent, d'autant plus que si j'en crois les déclarations des uns et des autres, aux législatives, on risque de se retrouver plus ou moins tous ensemble selon les périmètres. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui de mener une véritable bataille idéologique, effectivement pour son candidat préféré, et nous c'est Fabien, mais au-delà, sur le contenu d'une politique qui prenne le contre-pied des politiques libérales menées depuis des décennies dans ce pays, le contenu d'une politique alternative. Alors il y a certaines différences qui peuvent exister aussi ou là, mais je pense que l'essentiel, nous le partageons sur une politique de mise en commun, de redistribution des richesses, d'une autre constitution, et je ne fais pas la liste, mais il y a besoin véritablement qu'on mène une bataille sur les contenus. Et la première occasion qui nous est donnée, c'est sur la question des vaccins, et sur la question de la vaccination. De ce point de vue-là, je regrette moi que Jean-Luc surfe à chaque fois et ne prenne pas position sur la vaccination. Je suis dans une famille où on a souffert de la tuberculose, où il y a eu du mort de la tuberculose, où il y a des séquelles de la tuberculose. Et je m'excuse, mais la vaccination, c'est un moyen de lutter contre les pandémies. C'est un moyen de lutter contre la maladie. C'est pas le seul, mais c'est un moyen qui existe. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 laboratoires dans le monde, et pas que soumis au Big Pharma, qui bossent sur des vaccins ou des méthodes de guérison. Aujourd'hui, il y a à travers le monde tous les gouvernements, de Cuba, socialistes, aux États-Unis, impérialistes, tout le monde bosse sur la question de la vaccination parce que tout le monde a conscience que face à la pandémie, il faut lutter par la vaccination parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre solution. Qu'on est confronté à une situation politique aujourd'hui, sanitaire aujourd'hui, qui remet en question l'existence même de l'humanité. La peste, parce que pour ceux qui ont oublié, c'est un tiers de la population de l'Europe qui meurt. Aujourd'hui, on craignait depuis des années l'affaire des coronavirus. Ça date pas de 2019, les coronavirus. Celui-là porte le nom de Covid-19, c'est pas pour rien. Covid, il y en a déjà une dizaine avant. Les travaux sur les vaccins, il y en a déjà 20 ans d'expérience sur les vaccins. Parce qu'on sait que c'est par là que peut se déclencher une pandémie. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a une bataille à mener sur les idées. Il y a une bataille à mener, par exemple, sur la question de la vaccination. C'est quand même fort de café que la gauche soit des fois en retrait là, sur cette question-là, alors que c'est la gauche qui a porté l'exigence de la vaccination pendant des décennies. C'est aujourd'hui la gauche qui porte la vaccination, l'idée de la vaccination au Brésil, en Amérique latine. Et donc je pense que là, voilà. Donc la campagne qui s'ouvre devant nous, au-delà des... Parce que je sais qu'il y a des amis d'appréciation différentes, donc je parle à tout le monde. C'est une bataille sur les contenus pour faire ce que disait tout à l'heure Fabien, le problème de la gauche. Bon, moi je pense que c'est aussi le nombre de candidats, mais c'est aussi le total. On est à 30%. Pour donner un ordre d'idée, Hollande c'était 45%. Voilà. Donc il y a une question aussi de regagner des gens sur des valeurs, une logique, des valeurs et une ambition de gauche dans ce pays. Après ce que nous avons subi, parce que ça pèse dans les consciences de la part de la social-démocratie, mais il y a des choses à regagner. Et paradoxalement, dans la période qui s'ouvre devant nous, je pense qu'on a des boulevards sur la question du travail, sur la question de la sécurité de l'emploi, sur la question de la santé, sur la question des services publics, sur la question des biens communs, sur la question de l'écologie. Il y a des chantiers à ouvrir, des batailles à mener, et que là-dessus, les communistes sont bien armés pour le mener, mais il faut le mener
dans l'idée de convaincre sur les contenus et de s'adresser à tout le monde. Vous entendez? Ça va? Bonjour à toutes et bonjour à tous. D'abord, merci au PC d'avoir organisé cette initiative, aux Patriotes. Merci à tous et merci notamment au PC et aux Patriotes d'avoir organisé cette initiative. Ça a été dit plusieurs fois, mais ça fait du bien. Je pense qu'on en a vraiment toutes et tous besoin, notamment dans le contexte de rentrée sociale qu'on vit très particulière cette année. Ça a été dit à plusieurs fois, le contexte social, pas vous le dessiner, mais il est particulier cette année. Et nous, on pense que le monde du travail, il a des choses à dire dans cette période et à cette rentrée des classes et rentrée qu'on veut sociale et dynamique. On échange beaucoup avec les camarades, alors notamment autour de la question du vaccin, de manifestations du samedi, pas du samedi, mais nous on pense que ce qui est en train de se jouer et la carte qui a été jouée par le gouvernement avec le pass sanitaire, elle a d'abord été mise en place pour évacuer les débats sociaux. Voilà, un sujet sociétal, on le sait toutes et tous, je pense, c'est que ça permet de bien évacuer les enjeux sociaux qui se présentent à nous. Et dans la campagne qui s'ouvre, dans cette campagne présidentielle, où effectivement sur la question des idées de gauche, on va dire comme ça, eh bien on est en recul, on a besoin de faire, on a du travail pour faire progresser nos idées. Pour ça, nous on pense qu'il faut qu'on puisse mettre les salariés, en tout cas le monde du travail, parce qu'il n'y a pas que les salariés, il y a les fonctionnaires, il y a les retraités, je reviendrai après sur les différentes échéances, il y a les privés d'emploi avec la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage qui va encore revenir sur le tapis. Donc il y a des enjeux qui sont là et pour lesquels il y a nécessité de se mobiliser. D'abord, il faut quand même rappeler ce que le mouvement social et syndical a quand même été capable de faire dans la période, et une période relativement récente quand même, compte tenu des difficultés et du camp d'en face, comment il est organisé, structuré et comment il est fort. La réforme des retraites, malgré tout, et malgré le fait qu'on est conscient que la pandémie nous a donné un coup de main, mais on a réussi quand même à la faire reculer, avec une mobilisation sans précédent. La privatisation de l'aéroport de Paris, la mobilisation des salariés, entre autres, et celle du camp politique, notamment des communistes, a permis de faire reculer, avec un argumentaire quand même sur le commun, etc., qui a permis de faire bouger les lignes. Et on voit bien aujourd'hui comment, si on avait privatisé l'aéroport de Paris, dans quelles difficultés on serait aujourd'hui. Voilà, donc la mise en place du projet Hercule, on a réussi à faire reculer avec une mobilisation quand même si les camarades de l'entreprise, des entreprises concernées, qu'à chaque fois qu'on les avait, qu'on discutait avec eux, ils n'étaient pas satisfaits du nombre de grévistes, mais on a réussi à mettre en échec le gouvernement. Tout ça pour dire que quand même, quand on s'organise, quand avec les salariés on va discuter des enjeux qui sont là, eh bien on est capable, avec le mouvement social, quand on est capable d'expliquer les choses et de mettre sur le débat public les enjeux tels qu'ils sont, eh bien on peut arriver à mettre en difficulté le camp d'en face, même si je reste lucide, parce que effectivement le camp des travailleurs, il a subi beaucoup d'attaques et il permet moins aujourd'hui d'être en capacité de se mobiliser plus facilement, par revenir sur l'ensemble des réformes qui ont eu lieu ces dernières années. Voilà, tout ça pour dire que face aux enjeux qui sont devant nous, la réforme de l'assurance chômage qui doit se mettre en application, même si je doute qu'on y arrive quand même, la réforme de la réforme des retraites qui à mon avis ne passera pas d'ici la campagne, mais en tout cas on sait très bien qu'elle va finir par arriver sur le tapis, voilà, etc. Je pense qu'on devrait être en capacité, ou en tout cas la responsabilité des organisations syndicales, c'est de faire en sorte qu'on puisse se mettre en ordre de bataille
pour organiser l'ensemble des salariés. Et puis enfin, sur un aspect dont tu as parlé tout à l'heure, sur les travailleurs et travailleuses ubérisés, pour ce qui est de la CGT sur le département, on a essayé de les organiser, de les rencontrer. On va continuer ce travail-là parce qu'effectivement, c'est un enjeu d'importance. C'est un retour au 19e siècle, c'est le travail à la tâche, avec un autre enjeu derrière, qui est celui aussi, tu le sais, et vous le savez, la CGT se bat aussi pour la régularisation des travailleurs sans papier. Et là, on a un double enjeu sur les travailleurs ubérisés, parce que ces travailleurs qui travaillent sans rien, pour lesquels on a du mal à prouver la réalité du travail, et bien pour cela, ça va être encore plus dur, parce qu'on a un bon nombre de travailleurs sans papier qui travaillent, qui sont ubérisés, qui travaillent sur pour des Deliveroo ou autres. Et pour cela, on a un double enjeu là-dessus. Voilà. Donc, quelques dates à retenir pour cette rentrée sociale. Le 1er octobre, avec une journée nationale d'action des retraités, avec une manifestation à Nice. Je crois que c'est Garibaldi. 10h à Garibaldi. Et puis, une grande journée d'action et de manifestation le 5 octobre, pour lequel il faudra qu'on rencontre les organisations syndicales pour caler les modalités de ces journées d'action. Mais au-delà de la manifestation, pour nous l'enjeu, en tout cas pour la CGT, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre de travailleuses et de travailleurs soient en grève et en manifestation ce jour-là, car les manifestations, on le voit bien, à l'instar de ce qui se fait le samedi, mais si on n'est pas en grève ce jour-là, et si on n'arrive pas à amplifier les mouvements de grève, je ne suis pas sûr qu'on arrive à générer du progrès social. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Bon, je suis surtout là en tant que citoyenne, pas trop en tant que membre du bureau du SNIPP, mais voilà, je voulais un petit peu évoquer la situation de l'école, plus largement de l'éducation, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, vous faire part quand même de ce qui se passe dans les écoles, les collèges, les lycées. Bon, on a connu aussi la pandémie dans les écoles, avec une rentrée dans les écoles sans aucune protection au tout début. On nous a un petit peu mis à l'abattoir, comme d'autres professions, comme les infirmiers, les infirmières et les hospitaliers, avec aucun moyen dégagé dans les écoles. Et c'est vrai que la rentrée scolaire a été effectivement très difficile l'an dernier, avec beaucoup de craintes et beaucoup d'angoisse par rapport à tout ce qui arrivait au fur et à mesure des informations. Un ministre qui, dans les médias, disait que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun problème, que la rentrée s'effectuait comme d'habitude, sans aucune difficulté majeure. Bon, nous, je peux vous dire que sur le terrain, c'est pas vraiment le retour qu'on a eu. On recrute des jeunes collègues volontaires, mais sans aucune formation, sans aucun bagage, et puis évidemment contractuels, donc avec des contrats qui ne font pas partie de la fonction publique. Et donc là, l'intérêt du gouvernement, on le voit bien, c'est de faire venir et d'embaucher des gens sur lesquels il aura la mainmise et qui pourra, à juste titre, garder ou faire partir quand bon lui semblera. Donc on est très inquiet au niveau des enseignants. On appelle d'ailleurs à une manifestation, à une action de grève le 23 septembre, nous, déjà dès cette rentrée. Et puis bien sûr, on se joindra à l'action de grève et de manifestation qu'a évoqué Gérard le 5 octobre, puisque c'est une manif fonction publique. Voilà, donc le SNIPP, la FSU, tous les syndicats de la FSU seront bien sûr partie prenante. Mais vraiment, tout à l'heure, on a parlé, je crois que c'était toi qui parlais de combat à mener. Moi, je crois que l'éducation, c'est vraiment le combat à mener. Si on forme des jeunes, si on leur apporte des choses, si on leur apporte pas un contenu formaté, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on nous impose des programmes avec des lignes directives, de plus en plus directives, je crois que c'est là le mot d'ordre. Et je pense que c'est aussi un combat très important à mener, y compris autour de nous et chez les enseignants. Bon, j'ai été mandatée par les camarades communistes pour m'exprimer sur des questions très importantes et transversales du féminisme, puisque c'est une question sociétale, c'est une question civilisationnelle qui ne peut en aucun cas être occultée du débat et qui devrait être centrale, parce qu'on parle quand même de 50% de l'humanité, et que l'idée du Parti communiste comme révolution sociétale, et moi j'ai vu le documentaire aux universités d'été sur les 100 ans du parti, à l'époque où le parti était radical, à l'époque où le parti proposait un modèle d'humain, un modèle de communiste, un modèle global, eh bien la question du féminisme était centrale dans les débats au sein du parti. Évidemment, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, mais peut-être que c'est l'une des causes, parce que j'entends aussi souvent ce constat, comment se fait-il
dit que le Parti communiste ne rassemble pas. Est-ce que c'est uniquement parce que le monde industriel a disparu, mais est-ce que c'est pas aussi parce que on oublie que la sphère privée est aussi une sphère politique et que dans cette sphère privée, tous les jours, les femmes subissent une oppression absolue, qu'il y a plus d'une centaine de femmes qui meurent sous le coup de leur conjoint tous les ans. Et ça, c'est celle qui meurt. C'est une femme sur trois qui subit des violences conjugales, qui subit l'oppression de l'autre, qui est l'homme. Disons les choses, c'est des violences masculines. On parle des violences faites aux femmes, mais elles sont faites par quelqu'un. Elles ne viennent pas, elles n'apparaissent pas par une opération magique. C'est donc le système patriarcal qui, selon nous, est l'un des ennemis principaux et doit être systématiquement rappelé lorsque l'on évoque les questions de révolution. Parce que sans la révolution de 50% de l'humanité, je me demande bien comment est-ce qu'on va arriver à nos idéaux. Et donc c'était pour rappeler cela. Et là, j'ai simplement évoqué des personnes qui subissent des violences conjugales, mais c'est tous les 5 minutes, une femme est victime d'un viol, qui est quand même un acte de torture. Le viol est considéré par Amnesty International comme un acte de torture. Tous les 5 minutes en France, une femme adulte subit un viol. Et donc ça veut dire que 60% des viols sont subis sur les enfants. C'est-à-dire que même les statistiques qui sont déjà très sincèrement déstabilisantes, sidérantes, sont même pas révélatrices de l'envergure de cette difficulté. Et moi je pense que le Parti communiste doit être en avant-garde sur ces questions, doit faire de ces questions une question centrale. Il ne doit pas y avoir une seule prise de parole, un seul débat, un seul programme politique qui ne fasse pas de la question féministe l'une des premières thématiques, des premiers items. Parce que derrière ces questions-là, il y a justement toutes les autres questions qui finalement sont en interligne. Donc, il est essentiel de faire de ces questions des priorités politiques, pour ne pas dire la priorité politique. Et on est toutes et tous concernés. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, dans son domicile, peut être un bon communiste, peut être un bon féministe, peut essayer de voir un petit peu ce qu'il peut faire pour remettre de l'égalité, cet idéal qu'on prône contre l'oppression, contre les violences au travail. Si le code du travail était appliqué dans chaque foyer, ça serait déjà pas mal. Qu'il n'y ait pas de violence morale, qu'il y ait une égalité, qu'il y ait une démocratie, parce que c'est pas ça tous les jours, hein, quand même. Il faut bien se le dire, la vérité. Et moi, j'aimerais entendre, dans le programme politique du Parti communiste, j'aurais voulu entendre, par exemple, Fabien Roussel aux universités d'été parler de la question des femmes, parler de la question de 50% de l'humanité, et de parler des violences. J'aurais voulu, par exemple, que la question qui est extrêmement d'actualité de la pornographie, qui paraît être une question complètement marginale, dont personne ne veut vraiment regarder ni les tenants ni les aboutissants, soit une question centrale. C'est une propagande de la violence et de la culture du viol. C'est un système qui brasse des milliards d'euros, qui tue des êtres humains, qui est basé sur le viol, sur en fait la monétarisation du viol et des exactions sexuelles, qui est à la disposition des enfants à partir de l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, c'est la moyenne de premier contact avec cet outil qui est d'une violence extrême. Là, le Parti communiste peut apporter des réponses. Et c'est des réponses qui parlent aux gens, parce que ça parle de leur intime, et chaque être humain dans cette société est concerné par cette question. Si le Parti communiste a des réponses à des interrogations, à des soucis, à des angoisses du quotidien, évidemment, qui rassemblera davantage. Donc non, la question du féminisme n'est pas un gadget, n'est pas une question périphérique, c'est une question centrale. Écoutez autour de vous, les femmes en ont marre, les femmes se révoltent, la révolution, elle n'existera pas si elle n'est pas féministe. Alors d'abord je vais remercier ma camarade pour sa très bonne prise de parole, où je précise même que les femmes c'est même pas 50%, c'est même un peu plus. Et celle... Vous m'entendez pas? D'ailleurs, Lénine le disait au sortir de la Révolution d'octobre, que dans un pays arriéré, en un an, ils avaient fait plus pour les droits des femmes que toutes les nations dites démocratiques des républiques bourgeoises, et que le féminisme et le droit des femmes est inhérent au mouvement ouvrier dès sa création. On rappelle là, la grève des ouvrières de Pétrograd qui lance la révolution en février 1917, et j'en passe et des meilleurs. Bref, je commence par ça parce que c'est une problématique qui nous regarde tous, et notamment la jeunesse qui s'est beaucoup mobilisée pour ça. Et en parlant de jeunesse, on parle de rentrée des classes, mais nous, au sein de la jeunesse communiste, on voudrait aussi parler de la rentrée de classes,
parce qu'aujourd'hui, on le voit, le Parti communiste, il s'affaiblit, pas pour des raisons de vieillissement de la population ou d'autres élucubrations, mais aussi parce qu'il y a plus on a plus d'intellectuels, on n'a plus de ligne politique, de ligne politique marxiste, puis aussi léniniste, de ligne politique qui s'assume en tant que ligne communiste. Aujourd'hui, on fait des alliances contre nature, on le voit dans toutes les élections, on continue à faire des copinages avec le Parti socialiste, des sociotraîtres, des choses comme ça. À force de se mettre en porte-à-faux comme ça, on en vient à une autocritique qu'on refuse de faire. Fabien Gay, juste avant, a assumé une erreur, ça je le remercie de ça, mais il y a d'autres erreurs qu'on n'assume toujours pas. Ce que je tiens entre les mains, c'est pas juste un petit papier où je mets des notes, c'est le manifeste du Parti communiste. Aujourd'hui, on le cite, mais on le lit plus. Je dis pas le lire pour le lire, je dis le lire pour agir. Parce que faut pas oublier que sans pratique, il n'y a pas de théorie, et sans théorie, il n'y a pas de pratique. Je ne vais pas vous refaire Gramsci et sa praxis, mais encore une fois, je pense que si la jeunesse n'est pas à l'avant-garde de ce genre de questions, on ne peut pas faire un parti qui est combatif et un parti qui prend le pouvoir. Parce que c'est ça notre rôle. Notre rôle historique, notre rôle, c'est un rôle de classe. C'est pas un rôle pour faire joli, c'est pas un rôle pour participer à des élections, c'est un rôle pour prendre le pouvoir. Et ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le parti, il agit comme un syndicat, il défend les travailleurs. Ça, c'est essentiel, le syndicalisme. Mais c'est pas le rôle d'un parti. Le parti est là pour prendre le pouvoir. Il est là pour organiser le cheminement pour la construction du socialisme. Il n'est pas là pour toujours être en retrait, toujours être en défense, toujours reculer. On le voit depuis les grèves de 95, on recule, on recule, on recule. On est là pour aller de l'avant. Et si on ne veut pas construire le socialisme, pourquoi est-ce qu'on s'appelle encore le Parti communiste? Aujourd'hui, j'ai décidé de me servir de cette prise de parole pour mettre les pieds dans le plat, pas pour m'amuser à faire des électrochocs, mais pour parler de quelque chose qui est pour moi importante, parce que je suis fier de mon parti, je suis fier de son histoire, mais je ne suis pas fier de ce qu'il en devient. Et ça, on le ressent tous. Donc à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que la jeunesse soit de plus en plus dépolitisée, parce que quand on ne lui tient pas un discours sur son quotidien, un discours qui a un sens, et que ce sens-là est politique, ce sens-là est organisé, ce sens-là doit être discipliné, ce sens-là doit être dans un sens de parti, on n'arrivera à rien. Bon, merci de m'avoir écouté, et je me sers aussi de cette fin pas très fun pour rappeler que on est aussi là pour faire vivre la solidarité, comme on l'a précisé, et qu'on est fiers de reconstruire une jeunesse communiste combative dans le département depuis maintenant quelques années. Et n'hésitez pas à discuter avec nous, notamment politique, parce qu'on est une organisation politique avant tout, mais aussi de tout ou de rien, parce que c'est aussi comme ça qu'on resserre nos liens et qu'on ira de l'avant. Je vous remercie. Bon, c'est le moment le plus difficile, puisque tout le monde a soif. Tout le monde m'a déjà entendu 2 fois et là vous vous dites dans votre tête il va nous remettre un quart d'heure. Donc je ne vais pas faire ça. Je vais faire une demi-heure. Non, moi d'abord je voulais vous remercier parce que je crois qu'on a eu un échange de près de 2 heures, je crois. Beaucoup ont pu s'exprimer sur différentes problématiques qui leur tiennent à cœur. Mais on le voit dans un but assez constructif, avec beaucoup d'envie, de rage. Je ne sais pas si Michel est parti, mais à 83 ans, il l'a dit 2-3 fois, je pense qu'il a mis la niaque qu'il nous faudrait toutes et tous, de dire que dans la période que nous traversons, il est essentiel de continuer à unir le peuple français pour arriver à prendre le pouvoir et à changer la vie. Parce que moi, je crois que la question qui nous est posée à l'heure d'aujourd'hui, c'est que soit nous refaisons un nouveau mandat, 5 ans, avec Emmanuel Macron ou un autre, c'est-à-dire de casse sociale, de casse de la sécurité sociale. Le copain de la CGT tout à l'heure a évoqué un certain nombre de réformes. Mais s'il refait un mandat, c'est la retraite, c'est la sécurité sociale. Ils se sont déjà attaqués à l'assurance chômage. Bon,
ils finiront l'ensemble des services publics précarisés. On aura vendu tous les fleurons industriels des pays. EDF, avec le projet Hercule, qui est maintenant le projet grand EDF, ils ne peuvent pas le passer maintenant, mais ça sera dans les 5 prochaines années. C'est-à-dire qu'en 20 ans, on nous aura expliqué que les monopoles publics, les grandes entreprises publiques, ça ne fonctionnait pas. Et en 20 ans, on aura tout vendu et on aura reconstitué des mastodontes. Par exemple, l'affaire Veolia-Suez sur l'eau, assainissement, c'est ça. Mais des gros mastodontes industriels privés. Et donc, la question sociale sera rayée de la carte, climatique, la question du droit et de l'égalité femmes-hommes. Tu as entièrement raison, il n'y aura pas de révolution sans une révolution féministe, démocratique, laïque et sociale, comme nous le disons. Et donc, soit nous allons vers un second ou un troisième ou un quatrième mandat comme ça, soit c'est le pire du pire qui sortira ensuite. C'est-à-dire, en plus, le fascisme. Soit nous prenons une autre voie. Et moi, je crois qu'au moment où nous parlons, nous sommes à un carrefour de tous les possibles. Nous sommes à un moment du carrefour de tous les possibles. Parce que je reprends une question qu'a évoqué un des derniers camarades sur la question climatique. Je suis et je reste persuadé que nous sommes la dernière génération de femmes et d'hommes politiques qui pouvons agir. Et si nous n'agissons pas concrètement dans les 10 prochaines années, il y aura des dommages irréversibles, y compris d'hommes et de femmes politiques qui voudraient agir dans 2 ou 3 générations, ne pourront pas réparer les dommages que nous allons laisser causer par ce capitalisme vorace. C'est ça la réalité. Parce que tout est en train de se dérégler. Tout. Il y a une fonte des neiges, une fonte des glaces, des épisodes pluvieux dramatiques. Regardez ce qui vient encore de se passer aux États-Unis, où en une seule nuit est tombé l'équivalent des pluies de 2 ans. En une seule nuit. Et bien si nous pensons ça, ça va continuer à se dérégler. Et là, il y aura une grande question. C'est qu'à l'horizon 2050, c'est 250 millions de réfugiés climatiques qu'il y aura à traiter. Et là, on ne pourra pas faire comme le Front National et tant d'autres expliquent qu'il faut renvoyer tous les femmes et les hommes chez eux. Parce qu'ils n'auront plus de chez eux. Parce que tout sera sous l'eau ou sera tellement aride que même la vie humaine, il sera impossible. Et à partir de là, 250 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050, suivant l'ONU, nous serons face à un défi humain insurmontable. Parce que nous ne pourrons plus vivre décemment les uns avec les autres. Donc il y a une urgence. Et l'urgence est là. Mais je ne sais plus quel camarade a dit, je crois que c'est Michel, avec son enthousiasme, que nous en sommes convaincus. Mais maintenant, ce qu'il nous reste à faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est d'aller à la rencontre, et je finirai par là, du plus grand nombre de personnes. J'en parlais avec Marie-Chantal dans la voiture tout à l'heure. L'initiative que nous avons prise cet été de caravane de Fabien Roussel, je ne sais pas, caravane de Fabien, je l'appelle. La caravane de l'été, la caravane de Fabien. Et la caravane des jours heureux, voilà. Merci. Ben, des fois, était évidemment très bien. Et elle a mobilisé un certain nombre de camarades. Et nous avons vu un peu de gens. Mais dans la prochaine période, ce n'est pas un peu de gens qu'il va falloir que nous allions à la rencontre. C'est de beaucoup de personnes, y compris très éloignées de nous, mais très éloignées du vote politique,
de la politique telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Et la question, c'est de dire que ce que nous voulons comme révolution, elle est aussi sociale, féministe, démocratique, laïque, mais elle est aussi de partage du pouvoir. Qu'il ne suffit pas de voter une fois tous les 5 ans et de penser qu'un homme ou une femme providentielle va régler l'ensemble des problèmes. Parce que ça, on se met un doigt dans l'œil. Y compris si demain Fabien est élu, ce que j'espère, nous aurons besoin d'une Assemblée nationale pluraliste et de gauche, où les communistes seront nombreux, aux côtés d'insoumis, d'écologistes, de socialistes, de citoyens et de citoyennes engagés pour le progrès social. Parce qu'il faut que nous soyons nombreuses et nombreux pour bousculer le mur de l'argent, le mur des lobbies qui ne veulent rien changer. Mais même ça, ça ne sera pas suffisant. Il faudra que nous soyons un puissant mouvement populaire pour bouger les lignes. Parce qu'il y aura besoin des gens, de les impliquer quasi quotidiennement dans toutes les décisions. Parce qu'on l'a vu sur les 20 dernières années, y compris quand il y a eu des mouvements progressistes en Europe qui ont gouverné. Ils ont été mis au piquet par l'OMC, le FMI, l'Union européenne. Et donc il faudra qu'il y ait un puissant mouvement populaire pour faire reculer et gagner de nouveaux droits dans l'entreprise, dans la citoyenneté, pour que nous partagions enfin le pouvoir, le fric, les savoirs, le cœur de l'éducation, pouvoir le donner à toutes et tous. Et donc ça demande un travail considérable, un travail d'unité avec toutes celles et ceux qui partagent peu ou prou des convictions avec nous. Mais il faudra en gagner d'autres, quotidiennement, pour faire que le score de Fabien soit le plus haut possible et qu'ensuite nous gagnions des députés qui, eux, combattront pied à pied avec ce mouvement populaire pour arracher les conquêtes sociales et que si nous ne gagnons pas la présidentielle, eh bien que nous continuons à faire grandir pendant 5 ans la révolte populaire et gagner des nouveaux droits. Voilà l'immense chantier face à nous, mais je suis certain que nous en avons la détermination. Je vous remercie.